Bonjour, colonel Pierre de Jong. Bonjour. Soyez le bienvenu, vice-président de l'Institut Thémis. Merci d'être avec nous. Alors, nouveaux incidents dans le ciel danois cette nuit, la nuit dernière. De nouveaux drones d'origine inconnue ont été identifiés en train de survoler plusieurs aéroports du pays. 2 jours après une première incursion de drones non identifiés au Danemark, mais également en Norvège, quelques jours même plutôt, après l'Estonie, la Pologne, la Roumanie. D'abord, il fait très peu de doute que ces survols de drones portent la marque de Vladimir Poutine. Alors, si, il y a un doute. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de doute. On voit globalement, il y a quand même, je dirais, un modèle aérien d'incursion que met en place Poutine, avec des avions, les drones, les rafales de drones, il y en avait une vingtaine sur la Pologne. Il y a eu un drone clairement russe qui a longé la frontière roumaine. Par contre, les incidents, en fait, il y a des drones, mais on ne les a pas trouvés. Donc le problème, on ne peut pas identifier le donneur d'ordre. Mais ça, tout porte à croire que Vladimir Poutine Donc il y a une espèce de logique, oui, bien évidemment, parce que qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une espèce de décalage. Ça, c'est fort, parce que Poutine est en train de faire quelque chose de très intéressant. Il décale l'intérêt qu'on avait pour l'Ukraine, il le décale sur la mer Baltique. Et donc, en fait, il redéfinit une nouvelle zone de confrontation avec l'Europe et avec l'OTAN. D'un point de vue militaire, justement, cette nouvelle zone de confrontation, comment évaluez-vous la gravité de ces survols s'il est avéré qu'ils sont russes? Alors en fait, il n'y a aucune gravité, puisqu'on voit bien que Poutine se garde bien d'être agressif. Poutine, ses pilotes en fait testent un dispositif, ils font des évaluations, ils voient comment on répond, sachant que c'est une technique, le spill out. Donc c'est une technique de l'armée de l'air. Les Russes ont toujours fait ça, mais l'armée française le fait aussi. Toutes les armées, les aviations au monde, quand elles s'approchent d'un objectif ou d'un pays qui est, je dirais, agressif, en tout cas qui n'est pas ami, il y a des techniques de savoir jusqu'où on peut aller, on va longer, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il n'y a pas de plan de vol et on va couper les transpondeurs. Donc on est invisible et quand on vous interroge, vous ne répondez pas. Donc c'est ça le problème. Donc les Russes font ça. Donc on sait maintenant qu'ils sont dans une logique d'évaluation, de compréhension de l'environnement et de test quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, Otaniens et pour nous, Européens, c'est un test en grandeur nature puisqu'on se pose des questions. Puisqu'aujourd'hui, on est confronté à une situation réelle. On n'est pas dans un mode exercice. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, l'OTAN répond. C'est ça qu'on peut dire. Donc il y a une activité plutôt intéressante, d'autant que dans le domaine aérien, c'est les armées internationales, je parle les armées de l'air du monde entier, en tout cas otaniennes, elles ont l'habitude de travailler ensemble. Autant les marines un peu moins et les armées de terre un peu moins. Mais les armées de l'air sont plutôt douées dans le problème, elles sont totalement, je dirais, interdépendantes, elles se connaissent très très bien, tout le monde parle anglais, donc ça se passe plutôt pas mal. Donc encore une fois, cette opération en mer Baltique, à mon avis, durera un certain temps, parce que la mer Baltique est vraiment déterminante, c'est ce que j'appelle une zone molle, parce que les guerres futures, c'est les zones molles, l'Arctique, la Baltique, la mer de Chine, bien évidemment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cet entraînement en grandeur nature permet encore une fois à l'OTAN de valider ces concepts. Quelle doit être la réponse? Vous évoquez l'OTAN, quelle doit être d'abord la réponse des Européens face à cela? Parce qu'il s'agit quand même de notre sol, en tout cas, de notre territoire. Alors, on a un problème, on a une logique qui est assez ancienne, c'est que depuis de nombreuses années, les Européens sont tous rassemblés comme des poules sous un parapluie, et le parapluie, c'est un parapluie américain. Donc depuis quelques semaines, on voit bien que Trump n'est pas très favorable, donc en fait le parapluie s'est un peu fermé, on s'est retrouvé, comme on dit, une main devant, une main derrière, en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, est-ce que nous avons les moyens, sans l'appui de Donald Trump, sans ce parapluie américain, justement pour répondre aux Russes? Encore une fois, s'il est avéré que ces drones... L'OTAN, les Américains, c'est 70% des moyens de l'OTAN. Donc déjà, vous enlevez les Américains, il reste que 30%. Donc déjà, c'est limité. Maintenant, encore une fois, les armées européennes, elles sont plutôt qualifiées, sont bonnes, etc., etc. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est la densité. C'est toujours la même chose. En France, on a 200 avions de combat. C'est pas 400, c'est pas 500, c'est pas 1000. Donc on est sur des logiques quand même à un niveau assez bas. Le deuxième point, c'est quand on fait le total des armées de l'air, par exemple, on est très supérieur. Le problème, c'est la coordination et la façon de travailler ensemble. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas de structuration opérationnelle, à part l'Eurocorps, mais qui n'est pas destiné à ça. Ils font de la planification. Donc aujourd'hui, si vous voulez, si les Américains considèrent que l'OTAN n'est pas l'outil pour répondre, encore une fois, aux incursions, à l'attitude un petit peu, je dirais, agressive de Poutine, l'OTAN, les Européens se débrouilleront. Mais ça sera de la bidouille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, abattre ces drones? Alors, c'est également une bonne question. Encore une fois, tout dépend de l'attitude des drones. Le drone qui longe une frontière, vous voyez, de quelques centaines de mètres, c'est un acte agressif, mais ce n'est pas un acte d'attaque. Par contre, les 19 drones qui sont rentrés directement sur la Pologne à 300 km, ça pouvait être, ça n'a pas été, mais ça pouvait être compris comme un acte agressif, un acte d'attaque. Là, il faut les détruire. Le problème... On en a les moyens?
Ah oui, bien sûr. Oui. Le problème, on a les moyens. Le problème, c'est que vous allez tirer un missile qui vaut 300 000 euros sur un engin qui vaut 10 000. Donc le rapport coût-efficacité est destructeur. Même l'heure de vol. Le fait de faire décoller des avions, si vous voulez, ça vous coûte 10-15 000 euros de l'heure. Vous vous rendez compte, ça coûte extrêmement cher. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'outil qui permet en fait de détruire des drones en grand nombre. Donc là, aujourd'hui, nos ingénieurs y travaillent, ça je peux vous le dire. On va trouver des techniques, je pense dans les mois qui viennent, on aura une technique, je dirais, pour faire une espèce de mur de drones. En tout cas, je dirais au moins sur la frontière Est, et puis en tout cas dans chacune des armées. Envoyer des rafales, par exemple, pour abattre ces drones, ça serait totalement absurde. Ben, on le fera, parce qu'il n'y en a pas d'autre moyen. Que le problème d'un drone, c'est qu'il est visible sur un scope radar. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est comment vous le détruisez. Alors, on peut le détruire au sol, mais de nuit, vous avez vu, souvent ça se passe la nuit, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, le problème, aujourd'hui, il faudrait un système automatique de radar qui détermine des cibles, c'est-à-dire les drones, on les détruit automatiquement. Oui. Par contre, l'aviation, c'est génial. Eux, ils ont le petit radar dans l'avion, c'est spoté. S'il a l'ordre de tir, il appuie sur un bouton et le missile le touche. On a des missiles qui touchent à 100%. Donc, vous voyez ce que je veux dire, mais le problème, c'est le rapport coût-efficacité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, actuellement, quand il y a des attaques aériennes, il y a des leurres. Ils vont envoyer une centaine de drones et il n'y en a que 20 qui sont armés. Oui. Parce que ça va paniquer dans le système, donc c'est très compliqué à évaluer et à détruire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où sont ces drones? Ce sont des drones qui sont allés s'échouer dans la mer Baltique, selon toute vraisemblance? Alors ça, c'est les bonnes questions de commissaire de police, mais j'en sais strictement rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que, en tout cas, les dernières opérations de ces 3 derniers jours, il y a des drones qui ont survolé des aéroports, ce qui est quand même relativement, je dirais, dangereux, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas inquiétant. Et le problème, on ne sait pas où ils sont allés. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit ces drones sont reposés non loin de l'aéroport, parce que les drones, c'est un outil qui est relativement souple, quelque part dans l'emploi. On ne connaît pas la taille des drones. On ne sait pas si c'est des drones importants. Alors, ils disent des gros drones. Ça veut dire quoi, un gros drone? 1 mètre, 3 mètres Bon, bref, le Reaper fait quand même quasiment une vingtaine de mètres. Donc, vous voyez, on parle de quoi? Premier point. Puis le deuxième point, après, il y a des hypothèses. Soit ces drones sont posés non loin, ont été récupérés dans un camion et sont partis, ou bien on les a crachés en mer automatiquement, puisque tout ça, c'est des missions qui sont programmables sur un drone, ou éventuellement récupérées sur un des bateaux russes qui transiteraient en mer Baltique. Des drones qui sont lancés d'où, a priori? Ça se lance d'un bateau, un drone comme celui-là? Ah oui, bien sûr, parce que vous avez des rampes. Alors, soit c'est un drone de taille importante, mais qui a un système de ses propres moteurs, qui est capable de décoller, et il va à sa mission. C'est des drones de petite taille, on va dire maximum 1 mètre, 1 mètre 50 d'envergure. Par contre, il y a des drones plus gros, je prends le Shahed, par exemple, il fait quand même 2 mètres. Donc là, il faut une rampe de lancement. Mais la rampe de lancement, c'est facile à mettre. À l'arrière d'un camion, sur un camion, vous avez la rampe de lancement et ça part. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce modèle de conflit est incroyable parce qu'en fait, il rend la guerre extrêmement, je dirais, liquide, littéralement liquide. On n'est plus sur des gros modèles avec des gros chars, etc. On est sur un modèle sur lequel, avec 3 drones, vous déstabilisez un pays complètement. Et justement, que cherche à faire Vladimir Poutine derrière tout cela? C'est déstabiliser un pays, déstabiliser l'Europe tout entière, selon vous, avec ses survols? Alors le problème, c'est que Poutine fait la guerre. Donc, il n'est pas dans un amateurisme, je dirais, de bonne loi. Il fait de la guerre. Donc très concrètement, il se met tous les outils de son côté. Aujourd'hui, il n'a pas de problème réellement avec l'Ukraine, même si concrètement sur le terrain, c'est pas très flambant, mais c'est vrai que les drones, encore une fois, sur le terrain, ont modifié, encore une fois, la manière de travailler, en tout cas de faire la guerre, d'un côté comme de l'autre. Et les Ukrainiens sont très bons dans ce domaine-là. Donc encore une fois, une forme de stabilisation, je pense que c'est pas son sujet majeur. Son problème, c'est les menaces que nous, on a émis, parce qu'on a été assez direct avec lui. La force de réassurance, etc. Il voit bien le truc monter. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de dériver notre intérêt vers un autre endroit, en disant, voilà, la mer Baltique, ça va être le prochain sujet. Et c'est le prochain sujet. Pourquoi? Parce que cette mer Baltique est devenue totalement otanienne depuis l'entrée de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN. Donc le problème, c'est que vous avez 2 enclaves russes sur la mer Baltique. Vous avez Kaliningrad, qui est une espèce de porte-avions avec des missiles Iskander. Enfin, c'est un porte-avions surarmé qui est sur la Baltique, mais il est inaccessible par la terre. Parce que le corridor Suwalki n'est pas une route, c'est une frontière. Il n'y a pas de véhicules qui passent. Donc pour aller là, il faut passer par Saint-Pétersbourg et aller sur Kaliningrad. Donc le problème, il y a un problème logistique et un problème, encore une fois, de préséance. Poutine, qu'est-ce qu'il veut faire en finale? Moi, je vois les choses comme ça. On peut en débattre parce que j'en suis pas sûr. Mais très concrètement, il va essayer de faire ce que fait Trump avec le Groenland. Il va essayer de rétablir la cohérence géographique qu'il y a entre, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Et là, il aura une cohérence géographique et il contrôlera le sud de la mer Baltique. Est-ce que quand Volodymyr Zelensky dit hier à la tribune des Nations Unies
plus personne n'est en sécurité aujourd'hui, ça n'est pas un problème qui concerne uniquement l'Ukraine, c'est ce qui martèle d'ailleurs depuis plusieurs mois. Il a raison. Non, il n'a pas raison. Je pense qu'il a un discours alarmiste, mais c'est son jeu, c'est bien naturel. Je veux dire que là où il est, il a besoin que ses alliés potentiels, donc les Européens, qui ont manifesté un intérêt, en tout cas une présence indéniable, donc lui, il a besoin que ces Européens continuent de le financer, continuent de l'aider, continuent de l'appuyer. Donc en fait, il est hors de question de dire que ça se calme. Donc plus il met la menace haut, mieux c'est. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a quand même un point d'interrogation sur la stratégie, sur ce que veut faire Poutine. Et à l'heure où on parle, moi je pense qu'il est plus raisonnable qu'on l'imagine. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il fait la guerre depuis un certain temps. Je veux dire, il est enquisté dans ce conflit. On voit qu'il n'arrive pas réellement à en sortir. Et je dis aujourd'hui, même si vous voulez en sortir, quand tout votre système, votre économie, elle est orientée vers la guerre, ça ne s'arrête pas comme ça. Vous ne pensez pas que le troufion russe qui gagnait 300 € dans une usine à Saint-Pétersbourg, vous pensez actuellement il gagne 3 000 ou 4 000, vous ne pensez pas qu'il va rentrer dans son usine au moment où il y a cessé le feu. Donc il a un sujet social à gérer qui, à mon avis, ingérable. Mercredi prochain, les 27 chefs d'État de gouvernement de l'Union européenne doivent se retrouver à Copenhague, justement, pour parler de la guerre en Ukraine, pour parler de la question de la défense commune également. Est-ce qu'il faut un changement de posture? Et très concrètement, quelles décisions faut-il prendre? Est-ce qu'il faut, par exemple, placer des soldats européens aux frontières avec la Russie? Ben, je pense que ça finira par arriver. Enfin, aujourd'hui, déjà, vous savez que vous avez 8 groupements internationaux qui sont répartis entre les pays baltes et la Roumanie. La France participe d'ailleurs elle est leader dans la partie sud, dans la partie roumaine. Donc c'est déjà le cas. Donc moi, je pense qu'on va assister à une montée en puissance de ces 8 sous-groupements. Alors nous, on est répartis, on est avec les Britanniques dans le nord, dans les pays baltes, et nous, on gère notre propre groupement en Roumanie. Donc il va y avoir, à minima, il va y avoir une montée en puissance. Maintenant, ça, c'est la partie terrestre, donc qui est la partie symbolique. Pourquoi? Parce qu'on est là, si on me tire dessus, donc tu m'agresses. Donc ça limite quand même les possibilités terrestres des Russes. Il faut également envoyer des avions de combat? Ah voilà, justement, c'est ce que je voulais vous dire. Évidemment, on peut se rapprocher. Encore une fois, les distances ne sont pas très importantes, mais le fait de gagner 1000 km permet d'avoir plus de potentiel. C'est un vrai sujet. Donc savoir où on a le potentiel, et le fait d'être proche permet d'avoir un potentiel important. Il y a un point très important, et c'est dans les discussions depuis quelques jours, c'est est-ce que les pays européens, les pays baltes, accepteraient d'avoir de l'armement nucléaire français ou britannique sur le sol des pays baltes. C'est pas impensable. Et là, on voit que les Français s'engageraient énormément parce que symboliquement, il y aurait de l'armement nucléaire qui serait positionné ce qui veut dire que les Russes ne pourraient pas attaquer les pays baltes. On n'accepterait pas d'avoir comment dire, une entrée de l'armée russe dans les pays baltes et qui mettrait en danger notre propre système. Autre question également, cette semaine, ce volte-face de Donald Trump qui semble changer d'avis totalement sur l'évolution du conflit en Ukraine. En tout cas, il affirme donc cette semaine sur son réseau social que l'Ukraine était en mesure de regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même d'aller plus loin. Déclaration qui va totalement à rebours de tout ce qu'il a pu dire depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui explique selon vous cette déclaration? C'est la maîtresse, c'est l'amant trompé. Je veux dire il y a du dépit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce il exhale en fait sa déception par rapport aux efforts qu'il a fait. Rappelons-nous le 15 août, il reçoit quand même Poutine à Anchorage, etc. Ouais. Donc il a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il voit bien que ça fonctionne pas. Il considère selon vous que Vladimir Poutine l'a trahi quelque part? Oui, et puis qui répond pas, qui l'humilie, parce que c'est pire que la trahison, c'est l'humiliation de la non-réponse. Et donc cet engagement, aujourd'hui, très concrètement, Trump essaye d'expliquer que il va se passer des choses. Ceci étant dit, sa dernière phrase à Zelensky en disant vous allez reprendre votre territoire et plus loin, et voire plus loin, d'abord, ça met le feu aux poudres, et donc c'est pas très malin, et puis le deuxième point, c'est impossible. Donc le problème, c'est que ne laissons pas miroiter quelque chose qui est en fait inimaginable, en tout cas dans le court et le moyen terme. Dans 20 ans, j'en sais rien, mais à l'heure où je vous parle, les Russes, si on pense une seule seconde que les Russes vont lâcher, on se trompe lourdement, et c'est le cœur du problème. Et vous avez raison de souligner que Volodymyr Zelensky, lui, tout de suite, bien évidemment, il s'est félicité de cette déclaration. Il parle d'un tournant dans la guerre. Clairement, il serait joué un peu vite, le président ukrainien. Alors le problème, c'est que je pense qu'il finit par comprendre son Trump, parce qu'il s'est pris comme de sacrés moments délicats, et dans le bureau ovale particulièrement. Donc il connaît la bestiole, comme on dit. Mais ceci étant dit, le message qu'envoie Trump est un message assez neutre. C'est vrai qu'il engage les autres à faire, mais lui, il fait pas. Il n'a pas dit que les Américains allaient monter en puissance. Il n'a pas dit qu'il allait augmenter les livraisons d'armes gratuites, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux Européens, il a dit deux choses. Un, aux Européens, vous pouvez acheter de l'armement et le donner aux Ukrainiens, phase 1. Et deux, la dernière phrase qui tue, c'est bonne chance aux deux parties. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'en l'état, en tous les cas, il n'entend pas forcément s'engager davantage. En tout cas, par exemple, il avait promis davantage de sanctions face à la Russie. En réalité, elles n'ont toujours pas vu le jour. Il y a quand même un élément très important à prendre en compte avec Donald Trump, c'est qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit.
Non, mais évidemment, en fait, en même temps, c'est un businessman, hein, donc il n'est pas vraiment. J'imagine que dans le fond, il y a des préparations avec des Rubio qui sont des spécialistes et des professionnels. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est déçu. Cela dit, son discours, comment dire, à l'Assemblée générale des Nations Unies était très particulier. Il a brossé en 1 heure, il a brossé tous les sujets. Et sur la partie ukrainienne, quand vous regardez bien, il n'a pas été très disert. Il n'a pas été très loin. Simplement, il a mis 2-3 baffes à Poutine, considérant qu'il a été humilié. Point final. Mais moi, je pense que l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est remonté en puissance, une espèce de dégradation des relations, je dirais, entre l'Occident et la Russie, ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'autre chance qu'on a aujourd'hui, c'est que pour l'instant, l'OTAN, qui est la structure intégrée de l'OTAN, le modèle militaire OTAN qui défend l'Europe, aujourd'hui, existe encore. Tant qu'il n'a pas dit au général américain qui est basé en Pologne, tu rentres à la maison à faire caler, c'est plus nos sujets, ça, on sera en danger. Tant que l'OTAN est là, vous voyez, à l'heure où je vous parle, quand les avions français d'école ou italiens d'école des pays baltes pour aller traiter un problème de drone, eh ben, qui donne l'ordre? C'est quand même encore un Américain. Dernière question, colonel Pierre de Jong, vous l'avez un petit peu évoqué sur la capacité de l'Ukraine justement à parvenir à ses objectifs. Donald Trump, lorsqu'il dit que l'Ukraine peut récupérer ses territoires avant même 2014, il prend le risque de mettre le feu aux poudres. Et il prend même le risque d'exposer l'Ukraine davantage, parce que la réponse évidemment immédiate du Kremlin, la voici, nous n'avons pas d'autre alternative à la poursuite du conflit, c'est ce que dit le porte-parole du Kremlin. Bien sûr. En fait, le problème, c'est que Poutine est engagé sur une espèce de négociation asymétrique, dans le genre, faites ce que je vous dis de faire, et puis j'accepterai, donc donnez-moi tout ce que je vous demande, et puis voilà. Bon, ça ne le fera pas. Donc, encore une fois, je pense que ça ne change rien du tout au problème. Aujourd'hui, les Russes sont engagés dans une guerre qui n'est pas encore totale, mais elle s'approche quand même du total. Pourquoi? Parce que je pense que l'économie russe n'est pas mauvaise, contrairement à ce qu'on dit, hein, mais elle n'est pas flambante non plus. Donc en fait, Poutine va finir par avoir des contingences économiques et financières délicates. Il va compenser par des résultats sur le terrain. Merci beaucoup, colonel Pierre de Jong. Merci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Institut